Très belle soirée à toutes et à tous. Madame, monsieur, voici vos titres. C'est parti pour une semaine de campagne pour les municipales et régionales. Les candidats investissent les rues, villages et hameaux pour convaincre les électeurs à porter leur choix sur eux. C'est l'occasion pour certains candidats de dévoiler leur programme d'action. Tout cela se fera jusqu'au jeudi 31 août prochain, avant le vote du 2 septembre. L'autoroute au Tiébissou-Boaké est ouverte à la circulation par le vice-président de la République ce jeudi 24 août 2023. Timoko Mélié-Koné, sur place, s'est entretenu avec les cadres et la chefferie traditionnelle de la région du Boaké. Le développement et le maintien de la paix au centre du pays étaient au cœur des échanges. Et puis l'Algérie, fermement opposée à toute intervention militaire au Niger, a envoyé ce mercredi son ministre des Affaires étrangères. Ahmed Attaf est donc en tournée au Nigeria, Bénin et Ghana afin d'aider à trouver une issue à la crise, annonce de la diplomatie algérienne. Bienvenue, on démarre tout de suite en bref et en images. La campagne électorale est officiellement ouverte depuis ce matin pour les municipales et régionales du 2 septembre prochain. Les candidats n'ont pas voulu manquer une seule minute de cette semaine de campagne. Ils ont aussitôt déployé leurs équipes et investi le terrain. Nous y reviendrons dans quelques instants. Mais avant, les questions de développement et de paix au centre d'une rencontre entre le vice-président de la République et les cadres et chefs traditionnels de la région du Boaké. C'est un rendez-vous qui fait suite à la cérémonie d'inauguration de l'autoroute au Tiébissou-Boaké. Mama Traoré. Enthousiasmés par la réalisation de la section d'autoroute Tiébissou-Boaké, les têtes couronnées de la région de Boaké ont tenu à rencontrer le vice-président de la République. Objet de cette rencontre, confié à Timoko Mélié-Koné, un message de gratitude à transmettre au chef de l'État pour cette action majeure de développement. Nous vous prions de bien vouloir transmettre au président de la République toute notre reconnaissance et qu'il peut compter sur nous les chefs traditionnels baoulés. Et nous vous accompagnons dans ce développement en maintenant la paix, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Même son de cloche du côté des cadres. En leur nom, Jacques Assao Rekonan plaide pour un renforcement des actions de développement dans les secteurs de l'eau potable, de l'électricité, du réseau routier et de la santé. Excellence, Monsieur le Vice-président, nous savons que chacun de ces sujets, le gouvernement en a une pleine conscience et sait ce qu'il faut faire pour les résoudre. C'est pourquoi nous sommes confiants que des solutions appropriées seront apportées dans les meilleurs délais. Timoko Mélié-Koné promet de transmettre fidèlement au président de la République le message de la région de Boaké. C'est vrai que malgré ce qui a été fait, il reste encore beaucoup à faire. Et je crois que le président en est conscient. Tant qu'il aura la possibilité de mobiliser ses moyens, il n'hésitera pas du tout à faire ce qu'il faut pour que les Ivoiriennes et les Ivoiriens soient heureux là où ils sont, là où ils peuvent y aller. C'est un pari fort qu'il a pris et le connaissant, je suis sûr qu'il ira au bout de son pari. Prions tout simplement pour que Dieu lui donne la force et le temps nécessaire pour pouvoir arriver à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Le vice-président de la République a également transmis à ses hôtes un vœu cher au chef de l'État. C'est la paix, la sérénité, la sécurité, la solidarité entre les Ivoiriens. Et sans ça, rien ne peut se construire. Si nous arrivons à cultiver cette paix, à faire de telle sorte que les Ivoiriens soient solidaires, à faire de telle sorte que la convivialité et la solidarité règnent entre les uns et les autres, tout sera possible. Cet appel à maintenir un climat de paix reçoit un écho favorable auprès des cadres et têtes couronnées de la région de Boaké. Ils promettent d'y œuvrer, notamment à la faveur des élections locales du 2 septembre prochain.
Alors que les populations s'engagent à œuvrer à des élections sans violence, il y a des mécanismes mis en place par l'État pour veiller au respect des règles de communication pendant la période électorale. C'est le cas de la Haute Autorité pour la communication audiovisuelle, la ACA, qui produit ce communiqué lu par Jean-Marc Djadji. La campagne électorale pour les municipales et les régionales du 2 septembre prochain a débuté ce vendredi 25 août 2023. La Haute Autorité de la communication audiovisuelle, ACA, définit donc le cadre réglementaire régissant la couverture médiatique à compter de l'ouverture de la dite campagne. En ce qui concerne les médias audiovisuels du service public et le média audiovisuel institutionnel, ils doivent veiller au respect du principe d'égalité d'accès à leur antenne des candidats indépendants, des partis politiques et groupements de partis politiques présentant des candidats, ainsi qu'au respect du pluralisme et de l'équilibre de l'information dans toutes les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique. Pour les services de radiodiffusion sonore et télévisuels privés commerciaux, ils doivent veiller au respect du principe de l'accès équitable à leur antenne des candidats indépendants, des partis politiques et groupements de partis politiques présentant des candidats, ainsi qu'au respect du pluralisme et de l'équilibre de l'information dans toutes les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique. Ces services peuvent diffuser à titre payant, sous réserve du respect des principes énoncés ci-dessus et sous leur responsabilité, les messages et communiqués des candidats indépendants, des partis politiques et groupements des partis politiques présentant des candidats. La diffusion des dits messages et communiqués doit se faire dans des conditions tarifaires identiques pour tous les candidats indépendants, partis politiques et groupements de partis politiques présentant des candidats. Au titre des services de médias audiovisuels en ligne, ils doivent veiller au pluralisme, à l'honnêteté et à l'équilibre de l'information. Ils ne peuvent publier que les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. Des informations vraies et livrées dans le bon ton peuvent concourir à un climat de paix en cette période électorale. C'est également le souhait des populations abidjanaises rencontrées par Sidonie Davila. C'est parti pour 7 jours de campagne. À Abidjan, les citoyens expriment un désir profond de voir les compétitions politiques se dérouler dans une atmosphère de respect et de sérénité. Vu que chaque élection qui vient en Côte d'Ivoire ici, les gens sont un peu crispés. Cette fois-ci, on aimerait vraiment avoir des élections vraiment apaisées. Quand on entend des propos déplacés, tu n'es pas de telle région, pourquoi tu te présentes ici? C'est pas ça. Ça, ce sont des élections locales. Normalement, on doit parler de projets, comment développer la région. C'est ça qui est important. Les populations continuent de revendiquer une campagne qui rapproche plus qu'elle ne divise. Très souvent, il y a des affrontements entre les différentes équipes de campagne. C'est des choses à éviter. Parce que c'est ce qui envoie les querelles, les palabres. Chacun doit être responsable de ses propos. Chacun doit être responsable de ses actes. Et tout cela doit concourir à apaiser les cœurs des gens. Mes vœux, c'est que chaque candidat ou bien chaque électeur puisse respecter les principes des autres. Quand il y a une autre personne ou bien un autre candidat qui est en train de faire campagne quelque part, il ne faudrait pas que d'autres amis ou bien d'autres connaissances ou bien d'autres personnes si je peux dire de ma commune ou bien de la commune, puissent se rapprocher s'ils ne sont pas de ce parti qui est en train de faire cet événement-là. Certains citoyens ont recours à la prière pour des campagnes électorales paisibles. Je suis commerçante, donc quand il y a les troubles, nous autres, ça ne nous arrange pas parce que les gens ont peur de sortir et puis de dépenser. Moi, mon avis, c'est de prier, surtout nous les femmes, parce qu'après tout, c'est nous qui portons les enfants. Pour moi, c'est de se mettre en genoux devant le Seigneur et puis de prier le Seigneur pour que ce qui s'est passé de la dernière fois, ça ne puisse plus se passer. Parce que cette année, moi, j'ai la foi que ça va bien se passer. Au moment où la campagne bat son plein, les voix des citoyens convergent vers un point commun, la soif de campagne électorale sans animosité ni turbulence. Les femmes également donnent de la voix pour des élections apaisées. À travers une ONG, elles sensibilisent les populations à faire le choix de la paix et à se détourner de toute forme de violence. L'ONG Voix de Femmes était à Yopougon après avoir sillonné les rues de Marcory et Atekobé, nous apprend Michel Mambour. Pourquoi voter? Comment voter? Comment éviter les bulletins nuls? Et surtout, quel intérêt d'un scrutin apaisé?
Depuis quelques jours, l'ONG Voix de Femmes est sur le terrain pour informer et sensibiliser les populations à l'orée des municipales et régionales du 2 septembre prochain. Une campagne de proximité pour des élections sans violence. Beaucoup de choses que les gens ignorent peuvent susciter beaucoup de plaintes. Je crois que c'est très important. La population doit savoir. Parce que c'est vrai d'aller voter, mais si on ne connaît pas ça, on risque de faire beaucoup de bulletins nuls. Et aussi, ceci peut provoquer beaucoup de remous. Nous sommes sans ignorer que dans quelques mois, nous allons organiser l'une des plus grandes compétitions africaines de football, la CAN 2024. Il faudrait montrer à nos futurs offres que la démocratie est une réalité en Côte d'Ivoire. Comme on le dit souvent, adversaire dans les idées, adversaire dans les opinions, adversaire dans les stratégies, mais pas ennemi. De Yopougon, Koweït, à Port-Boued, en passant par la Sikoji, Gandhi, Ouassakara et Selmer, les populations se sont montrées réceptives, tout comme celles de Marcory et Atekoubé, également sensibilisées les jours précédents. Autre chose à présent, retour sur l'inauguration officielle de l'autoroute Tiébissou-Boaké hier jeudi. Elle est ouverte à la circulation. Les usagers se familiarisent à l'ouvrage. Plusieurs échangeurs de contournement et d'entrée viennent faciliter la fluidité routière et permettent de rallier aisément les différents quartiers de la ville de Boaké. Soro Corona, explication. La section de l'autoroute du Nord, Tiébissou-Boaké, est officiellement ouverte à la circulation. Les autoroutes ont pour particularité de ne traverser ni village ni ville. Celle inaugurée par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire répond à ces normes. Afin de permettre aux usagers de sortir et d'entrer de Boaké, 7 échangeurs sont construits. Celui de Congo-Nekuro permet aux habitants des villages de Congo-Nekuro, Clous-Lambeau, des quartiers de Trenou, Air France, Nembo, Kennedy, d'aller et revenir. Quant à l'échangeur de Sakassou, il va permettre de relier les quartiers de Kelekuro, Aouniassou, Broukuro, Ngatakuro et Zone. Il va aussi servir de raccourci aux populations de Sakassou de regagner leurs localités en évitant la circulation à l'intérieur de la ville de Boaké. C'est très bon parce que quand tu quittes Abidjan, là tu prends le changeur, tu remontes en allant sur Boaké. Ça c'est déjà intéressant. Pour aller au village, là même ça te permet aussi de passer ici. Étant tu as par exemple à Ndiébonois, en venant d'ici, tu peux aller à Sakassou. Le dernier échangeur sur l'autoroute Tiébissou-Boaké est celui de Boutro. Il va servir aux véhicules en partance pour Diabo, Boutro, Marabadiassa, Mankono et Seguila sans toutefois traverser la ville. Les échangeurs sont bien, ça facilite le trafic, ça évite aussi beaucoup les embouteillages. La voie est un peu plus fluide lorsque tu passes sur l'échangeur par rapport aux villes. L'autoroute Tiébissou-Boaké va considérablement réduire les accidents de la circulation dans la ville. Si presque tous les remorques qui vont sur le côté Burkina, Mali, dévient la ville, vraiment je serai très content parce qu'il y a eu trop de dégâts. Les travaux de construction de l'infrastructure ont duré 4 ans et ont coûté plus de 180 milliards de francs CFA. Cet ouvrage va changer le visage de la ville de Boaké, des travaux de grande envergure salués par les populations qui se disent satisfaites. Logoriti a recueilli leurs propos. La voie est très bien faite. Je voudrais d'ailleurs remercier le chef de l'État, son excellence le président Alassane Ouattara, qui chaque jour œuvre au bonheur des Ivoiriens. À parcourir cette autoroute, on se rend compte que le chantier a été bien fait. Et donc, c'est une satisfaction pour nous en tant qu'usagers. C'est tellement beau qu'on n'a pas grand-chose à dire. Ça ne fait que nous réjouir parce qu'on va éviter beaucoup de choses. Les cassures de pneus, des roulements et les sorties des routes. Ceux qui étaient à Boaké pour venir regarder, en tout cas, étaient contents. J'ai vu la route est très bonne. J'ai trouvé la conduite très merveilleuse parce que la route est très bien faite. Nous sommes heureux de ce beau travail. Je remercie le président Alassane parce que vraiment il a bien travaillé. La voie qu'il a fait, autoroute là, ça me plaît beaucoup. C'est une très belle infrastructure. Je pense que c'est une date historique et cette route-là va contribuer à beaucoup. On dit que ça va rapprocher Boaké d'Abidjan, mais pas seulement. Ça va rapprocher la Côte d'Ivoire des pays de la sous-région, le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Non, le gaz butane n'a pas connu de hausse, contrairement à ce qui est constaté à certains endroits. La brigade de contrôle rapide du ministère du Commerce a investi le terrain pour traquer les revendeurs véreux. Davis Oyo était à leur côté.
Alertée par les appels anonymes faisant état de la hausse du prix des bonbonnes de gaz sur le marché, la BCR, Brigade de contrôle rapide, investit le terrain. Première escale à Niama, direction l'un des dépôts de gaz les plus fournis de la cité de la Kola. Il ravitaille le quartier Garage et ses environs. Ce revendeur nommé Ayouba est accusé de vendre au-delà du prix fixé. Les bouteilles B6, communément appelées Fetou, à 2500 francs, voire 3000, et les bouteilles B12 à 7000, voire 7500. Actuellement, on chasse à 2500, mais récemment, on parle de 3000. Avant-hier, c'est 3000, ça, petit ça. Pourtant, l'État a plafonné les prix du gaz butane. La bouteille B6 à 2000 francs CFA dans les stations et 2200 chez les revendeurs. La bouteille de B12 à 5200 dans les stations et 5400 chez les revendeurs, y compris la bouteille B28 à 13 000 dans les stations et 13 200 francs CFA chez les revendeurs. Des accusations qu'il balaie avec la dernière énergie. Quelqu'un qui a le gaz au magasin, on te dit son gaz fait 3000. La station a toujours du gaz, la station fait 2000. Pourquoi ne pas aller là-bas? Acculé par les agents de la brigade, le revendeur pointe du doigt les fournisseurs qui, selon lui, semblent être à l'origine de l'augmentation des prix sur le marché. Le combat que le gouvernement est en train de mener aujourd'hui, c'est un combat juste, c'est noble, mais le combat n'est pas au niveau des revendeurs. Ils n'ont qu'à frapper en haut d'abord. S'ils ont réglé en haut là, en bas là, ça c'est réglé seul. Automatiquement, le commandant Alexandre Armand Kofi ouvre une enquête express. Après 3 magasins visités, y compris les dépôts à ciel ouvert, la thèse semble se confirmer. Au même moment, un camion de fournisseurs est aperçu et interpellé par la brigade. C'est mentionné 1850. Il n'y a pas de surfacturation. Donc, je ne sais même pas qu'est-ce qui prouve que nous, on augmente le prix. Manque de chance pour ces fournisseurs, un revendeur les incrimine avec preuve à l'appui. Je les ai appelés ou dit qu'ils font à 2100 francs. Je lui ai dit, 2100 francs, ça ne nous arrête pas. Puisque sinon on paye à 2500 francs, nous on sera obligés d'aller revendre à 2500. À 2500, les gens se plaignent. Échange houleux entre les deux parties. Qui dit vous a remis 117 600 à raison de 2100 francs par bouteille. C'est lui qui vient de payer, sont ses bouteilles, non? Mais qui le sait? Mais c'est toi qui as reçu l'argent. Non, il a pris l'argent. Tu as pris l'argent? Hein? Oui, mais c'est au chauffeur que vous avez remis, non? C'est à lui là où vous avez remis. Non. Que les nombreuses contestations des fournisseurs, la faute est avérée. Le surplus est retourné aux revendeurs. Oui, la différence a été restituée. Grâce à la brigade de trop rapide, mon 14 000 francs a été remis. Occasion pour le commandant de la brigade d'interpeller fournisseurs et revendeurs sur le respect scrupuleux du prix des produits de grande consommation plafonné par l'État de Côte d'Ivoire. La sanction, c'est le dernier recours. Mais il arrive également que, séance tenante, nous faisons d'abord droit à la personne qui estime être lésée et ensuite nous interpellons les opérateurs pour qu'ils puissent distribuer conformément à la réglementation ce produit-là qui est subventionné par l'État de Côte d'Ivoire. Un peu plus loin, dans la commune d'Abobo, précisément au quartier de la Nouvelle Gare Internationale, 2 dépôts pratiquant des prix illicites sont également visités. C'est combien? Moi, je le vends à 2700. Nous, on sait que c'est 2700. Mais on ne va pas venir ici si on n'a pas cette information. C'est pas bon. Force est de constater d'une commune à une autre l'augmentation illégale du prix du gaz butane. La brigade de contrôle rapide s'engage à œuvrer au strict respect des prix plafonnés par le gouvernement ivoirien. Au bout de la journée, des amendes et convocations sont délivrées, 5 bonbons de gaz B6 saisis et un dépôt fermé. Des résultats obtenus grâce aux dénonciations des populations sur la ligne verte 1343 et l'application Contrôle citoyen. En abordant dans le même sens, la Direction générale des hydrocarbures du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, dans un communiqué, a tenu à rassurer les consommateurs sur la disponibilité effective du gaz butane dont les sphères de stockage sont à 100% de leur capacité et de son écoulement. La Direction générale des hydrocarbures invite donc tous les acteurs concernés au respect strict des prix cités plus haut et rappelle que tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues en la matière. Autre volet de l'actualité, la police nationale lance l'application Aura. C'est un dispositif sécuritaire conçu pour les établissements hôteliers en vue de résoudre les problèmes d'insécurité que rencontrent les acteurs du domaine. Laetitia Akwasi et Grace Kando ont les détails. Assurer la sécurité des établissements hôteliers et auberges n'est pas toujours chose aisée.
Pour améliorer le dispositif sécuritaire du secteur, la police nationale met en place l'application Aura, une plateforme technologique qui permettra de faciliter et moderniser l'identification de la clientèle. Il s'agit de moderniser l'enregistrement des clients dans les 10 complexes, afin de permettre aux services de police de maîtriser les flux migratoires et les mouvements de personnes. Cette politique nouvelle a l'avantage d'aider les unités d'enquête nationales et internationales dans leur recherche de grands criminels, notamment les terroristes et suspects associés. Les clients qui doivent venir 3 jours avant déjà, ils peuvent se faire préenregistrer déjà avant leur arrivée, ce qui va faciliter en fait les formalités de check-in et puis voilà, un énorme gain de temps pour les équipes aussi. Donc je pense que ça va vraiment aider le voyageur par exemple qui quitte en voyage, qui a 12 heures de vol dans les pieds et qui arrive à l'hôtel, ça va vraiment lui faciliter la vie. Ouais. Cette innovation de la police nationale, une aubaine pour la promotion du tourisme ivoirien. Cet outil est tout aussi nécessaire. En effet, il va permettre de produire des statistiques fiables sur la conjoncture hôtelière. Il cadre également avec la stratégie nationale de développement touristique dénommée Sublime Côte d'Ivoire, dont l'une des réformes vise la sécurisation des sites et établissements touristiques. Les acteurs du secteur touristique et hôtelier sont invités à s'approprier le système sécuritaire Aura pour contribuer à la lutte contre la criminalité. On se rend à l'intérieur du pays. La chefferie traditionnelle du département de Dabakala renforce les capacités de ses membres. 80 chefs de village outillés en matière de gouvernance locale et de cohésion sociale. Boubacar Silla, Kader Sogodogo. 80 chefs de village du département de Dabakala sont formés sur la gouvernance locale, la paix et la cohésion sociale. Un renforcement de capacité à l'initiative du ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama. À la salle de réunion de la préfecture de Dabakala, cet atelier a pour objectif d'outiller les autorités traditionnelles dans la gestion apaisée de leur village. On sait que le village est d'abord une réalité sociologique, donc une organisation, une entité sociale, mais le village est régi par des règles traditionnelles, mais le village est également une circonscription administrative de base du territoire national, donc la porte d'entrée de l'administration. Donc on est venu pour renforcer les capacités des chefs afin qu'ils puissent mieux collaborer avec les autorités administratives, les autorités préfectorales, dans le cadre effectivement de la conduite de leur activité. Le ministre-gouverneur a estimé qu'il était important que cette question soit renforcée pour permettre aux acteurs locaux d'avoir les rudiments nécessaires pour une meilleure gestion de leurs différentes localités, de leurs différents villages. Les participants s'engagent à mettre en pratique la formation reçue pour une meilleure gestion de leur localité. La formation qu'ils sont venus nous donner, en tout cas, ça nous va droit au cœur. Parce qu'il y avait des trucs que nous, on ne connaissait pas. En tout cas, on a appris beaucoup de choses. Parce que quand on arrive dans des villages, dans certains villages, le chef est appelé à tout faire. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec cette formation, nous sommes outillés pour aller sur le terrain afin de pouvoir aider nos villages à se développer. Au cours de cet atelier de formation, plusieurs modules ont été présentés, notamment la qualité d'un chef, les mécanismes de règlement des conflits et de maintien de la cohésion, ainsi que de la contribution de la chefferie traditionnelle au développement local. Et quand il s'agit de gestion d'institutions de prévoyance sociale, la Côte d'Ivoire est un exemple. Le Sénégal souhaite s'inspirer donc du modèle ivoirien. Une délégation de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires sénégalais séjourne à Abidjan. La CGRAE, la Caisse générale de retraite des agents de l'État, a ouvert ses portes. Serge Collier. Le Fonds national de retraite du Sénégal à l'école de l'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS-CGRAE. La délégation est conduite par Abou Ao, directeur des pensions. Elle est venue
s'imprégner de l'expérience de l'IPS Ségrae en matière d'organisation, de fonctionnement et de viabilité financière dans le cadre de la mise en œuvre des régimes de retraite par répartition et par capitalisation. Compte tenu de l'expérience au niveau de la Côte d'Ivoire, que nos autorités nous ont instruit d'aller donc visiter la Côte d'Ivoire, la caisse, pour recueillir donc les bonnes pratiques nous permettant de réussir donc notre projet. Au nom du directeur général Abdraman Berté, le directeur général adjoint Siriki Diarasouba a assuré le Fonds national de retraite du Sénégal de la disponibilité de l'IPS Ségrae. La Côte d'Ivoire est heureuse de recevoir une délégation du Fonds national de retraite d'un pays frère qu'est le Sénégal. Donc on va essayer durant leur séjour de leur communiquer et partager surtout notre expérience. L'IPS Ségrae jouit d'une autonomie de gestion et capitalise plus de 30 ans de métier. L'analyse du modèle ivoirien permettra au Sénégal d'envisager le cadre juridique adéquat en vue de la création d'une caisse autonome de retraite des fonctionnaires sénégalais financièrement équilibrée. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, l'Algérie tente de convaincre ses voisins qu'une intervention militaire au Niger n'est pas la solution. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, continue de menacer d'envoyer des troupes pour chasser les putschistes qui ont pris le pouvoir à Niamey le 26 juillet dernier. Une intervention militaire à laquelle l'Algérie est catégoriquement opposée. Le pays vient d'envoyer 2 missions diplomatiques coup sur coup, et notamment le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, qui lui est attendu au Niger. Lounès Magraman a prévu d'arriver à Niamey ce jeudi. Il doit officiellement rencontrer des personnalités et hauts responsables afin d'obtenir une solution pacifique. Voilà qui marque la fin de ce tour d'horizon de l'actualité. Excellente nuit à toutes et à tous sous la protection du Très-Haut. Bonsoir.